On va se présenter maintenant peut-être, Guillaume, si tu veux commencer. Oui, absolument. Donc, moi, je suis Guillaume Giron. J'ai consacré la première partie de ma carrière en direction d'entreprises et de gestion de projets en milieu commercial et industriel, dans des entreprises comme Saint-Gobain, Lafarge-Holcim, Signaux Giraud. Et j'ai créé mon cabinet de conseil en 2019, dont la mission est de créer du lien et de révéler l'utilité de chacun en valorisant les collaborateurs, en mobilisant la gouvernance et en déployant de nouveaux outils. J'enseigne en parallèle également en programme bachelor et à l'université, notamment sur des sujets de compétences relationnelles et de conduite de projet. Et donc moi, Clarence Clarence. Michel, j'ai j'ai commencé ma carrière en agence de communication à Paris en travaillant sur les valeurs d'entreprise, voilà, il y a presque 20 ans maintenant. Ce sujet m'avait passionné. J'ai ensuite fait un bond vers la communication côté annonceur chez Vinci Construction, grand projet au Royaume-Uni pendant voilà, près de 15 ans. Et je me suis reconverti après 2 années de recherche environ sur ces sujets de RSE, de raison d'être, l'étude de la loi Pacte. Dans ce contexte-là, voilà, j'ai commencé et j'ai créé ce cabinet de conseil, 3Com, l'année dernière. Et je suis très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui avec Guillaume de raison d'être et de société à mission. Alors le plan qu'on va adopter aujourd'hui, c'est de commencer à vous redonner le contexte, les bénéfices, quelques exemples d'applications de sociétés qui ont soit adopté une raison d'être, soit qui sont devenues des sociétés à mission, quelques éléments de la méthodologie que nous proposons avec Guillaume. Ensuite, comment devenir société à mission. C'est optionnel, mais ça peut être le moyen d'aller encore plus loin dans son engagement. Quelques-unes de nos premières références. Et enfin, on détaillera les ressources sur ces sujets. Je vais commencer d'abord par vous parler un petit peu de RSE de manière succincte, puisque ce sont les travaux de la RSE qui ont permis d'accélérer les travaux ces derniers temps sur la mission. Alors, la RSE, en 2 mots, la responsabilité sociétale des entreprises vise à l'intégration par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités. La RSE concerne et était obligatoire pour les entreprises cotées en bourse et pour celles qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros et qui emploient plus de 500 salariés. Alors, premier constat, c'est que s'inscrire dans une démarche RSE est nécessairement bénéfique. France Stratégie, qui est une institution rattachée directement au Premier ministre, a mesuré que les entreprises qui s'inscrivent dans une démarche RSE sont en moyenne 13% plus performantes que celles qui ne s'y inscrivent pas. En parallèle, nous avons la notion de mission qui est arrivée des États-Unis et le gouvernement a voulu en tenir compte, a voulu l'intégrer dans sa loi Pacte, qui est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Et c'est pour cette raison, et sur ce constat que les entreprises inscrites dans la RSE sont plus performantes, que le politique a modifié l'article 1833 du Code civil. L'article 1833, ceux qui ont créé l'entreprise le connaissent bien, parce que c'est l'article qui définit l'obligation d'avoir un objet social dans son entreprise. Il a étendu en ajoutant la mention suivante, c'est que l'entreprise doit également être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors, la grande nouveauté, c'est que toutes les entreprises de France et de Navarre, quel que soit leur statut, ont maintenant l'obligation de tenir compte de ces enjeux-là. Alors, la responsabilité n'est pas aussi étendue que pour les entreprises qui avaient déjà l'obligation d'entrer dans la démarche RSE, à savoir que, par exemple, il n'y a pas l'obligation du rapport de gestion
en fin d'année, mais potentiellement, un tiers pourrait s'opposer à une décision prise, y compris par une petite entreprise, parce qu'on pourrait considérer que cette décision est contraire aux enjeux environnementaux et sociaux. Alors, ces travaux sur le RSE ont bien sûr aidé les travaux sur la mission. La mission, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La mission, elle existe depuis des siècles dans notre société, avec une connotation un petit peu parfois même de croisade, hein, mais on n'avait pas injecté cette notion dans la dimension économique. Et il faut attendre la fin des 30 Glorieuses avec Peter Drucker, qui est un économiste américain, et qui va faire le constat suivant, c'est que c'est la réflexion insuffisante sur la mission d'entreprise qui va créer le mal-être en entreprise, qui va causer la frustration. Donc, on peut considérer que Peter Drucker est précurseur dans cette notion d'injecter du sens et de la mission dans les entreprises. Et cette notion a fait son petit bonhomme de chemin, mais ça a vraiment éclos dans les années 2010. Hein, la notion de société à mission, elle vient des États-Unis. Le statut juridique aux États-Unis de Benefit Corporation, par exemple, a été introduit en 2010. Et cette notion est arrivée en France qu'en 2015, où les travaux, notamment avec l'École des mines de Paris, ont pu débuter et ont abouti sur la loi Pacte. Avec cette question pivot centrale qui est en fait, que manquerait-il à la société? Que manquerait-il à la société si mon entreprise n'existait pas? Et donc, la loi Pacte, elle a d'abord créé un premier niveau d'engagement qu'on vient de voir, qui est l'article 1833, obligation d'intégrer une notion de RSE dans mon activité. Et elle a aussi créé un deuxième niveau d'engagement avec l'article 1835. Et l'article 1835 du Code civil, il propose tout simplement aux entreprises de préciser dans les statuts une raison d'être constituée, je cite, des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Donc, deux particularités dans cet article. Le premier, c'est qu'il est volontaire, il n'est pas obligatoire. Et le second, c'est que moi, entreprise, je peux me créer une raison d'être, l'écrire et la graver dans mes statuts. Et il y a un troisième niveau d'engagement pour les entreprises qui sont définies une raison d'être. Pour aller plus loin, je peux faire publiquement état de ma qualité de société à mission. Donc, on verra un peu plus tard quelles sont les démarches pour y parvenir. Mais au préalable, ce qui est important de comprendre, c'est le pourquoi de la démarche, de se forger une conviction. Et là, Clarence, grand expert de la raison d'être, de l'identité, va nous en dire un peu plus. Oui, merci Guillaume. Donc, pourquoi? Quelle bonne raison ai-je de vouloir explorer, revisiter, construire une raison d'être? Que manquerait-il au monde si mon entreprise n'existait pas? Ben, il manquerait ses produits, ses services, la création de richesses, bien sûr, mais pas uniquement. On parle de sa valeur ajoutée globale. Lors d'un match sportif, le public espère la victoire de son équipe au compteur, mais pas que. En ces temps de crise, la raison d'être, c'est une réponse potentielle aux risques psychosociaux, car cette démarche détourne de l'esprit d'anxiété pour aller plutôt vers de la réflexion. Donc, si je peux m'inspirer un petit peu d'un consultant britannique, Simon Sinek, assez célèbre, dont les conférences ont fait le tour du monde, on peut reprendre ce cercle d'or, en fait. Généralement, un entrepreneur se pose d'abord la question « What ?» Qu'est-ce que je vais faire? Parfois, il va se poser la question du « How ?» le comment il va continuer avec son entreprise à vendre ses produits, comment est-ce qu'il va faire travailler les collaborateurs ensemble, etc. Et en dernier, éventuellement, il va se poser la question du pourquoi est-ce qu'il fait tout ça. Or, Simon Sinek explique extrêmement bien qu'on devrait
mettre en premier cette question du pourquoi, que c'est cette question du pourquoi qui est déterminante quand on a une entreprise et qu'on veut la faire évoluer, quand on veut la transformer et quand on veut la faire réussir. Les entreprises qui réussissent sur le long terme, ce sont celles qui fédèrent avec ce pourquoi, cette raison d'être qui a été réfléchie. À part faire du profit, quelles sont mes motivations profondes? Et on a sur le deuxième schéma une illustration de ce monde mouvant. À côté de l'administration publique, de l'économie de marché, de l'économie sociale et solidaire, on voit émerger peu à peu un modèle plus responsable, socialement, économiquement plus prospère. Cette économie responsable, elle va conserver les mêmes ambitions économiques que l'économie de marché, tout en injectant une place prépondérante au sens donné à chacune des actions. D'ailleurs, en parlant de sens, on a analysé avec une société partenaire qui s'appelle le DIAG, qui offre un excellent outil de diagnostic de son entité au niveau managérial, donc auprès de 3000 participants qui ont été interrogés. On leur a demandé, est-ce que parfois vous avez l'impression que ce que vous faites ne sert à rien? Eh bien, on a quand même 28% des dirigeants qui ont ce ressenti, ce qui est quand même assez incroyable. 38% des managers, mais 46% des exécutants. Donc, ça veut dire qu'un exécutant sur deux a l'impression, à un certain moment, que ce qu'il fait ne sert à rien. C'est bien de ce manque de sens que nous allons chercher, que nous allons contribuer à chasser en travaillant sur la raison d'être et la mission de l'entreprise. Autre bénéfice, à notre avis, important, qui peut vous pousser à réfléchir sur votre pourquoi, votre raison d'être, c'est obtenir la confiance. On est face à l'heure actuelle dans nos sociétés à une triple crise de confiance. Une confiance qui s'est estompée des collaborateurs pour leur entreprise, une confiance souvent perdue de beaucoup de clients par rapport à la promesse des entreprises, mais aussi une confiance jusqu'aux citoyens par rapport aux démocraties qui s'est estompée. Et donc, derrière le problème de la raison d'être, il y a ce problème de confiance qui nous semble important de restaurer. Le turnover, l'absentéisme sont des points qui vont potentiellement bénéficier d'un bon travail sur ce sujet, tout comme l'alignement culturel. C'est une identité permanente et non une stratégie temporelle qui est définie lorsqu'on travaille avec la méthodologie qu'on va vous proposer un peu plus tard. Ce n'est pas la synthèse de valeurs individuelles, mais c'est leur symbiose qu'on va chercher à mettre en place quand on travaille sur l'identité des entreprises. Autre exemple bien connu que vous avez peut-être expérimenté dans cette entreprise, ce manque de dialogue d'une direction à l'autre, d'un service à l'autre, combat des chefs ou des petits chefs illustrés dans ce slide, et la réduction des litiges qui peut être permise par notre travail. Ensuite, ce qu'on va chercher à mettre en place, c'est la motivation pour avoir une image qui attire. Rares sont les salariés qui ont choisi par conviction leur entreprise. Ils ont appris à aimer leurs services et leurs produits en leur donnant du sens au fil du temps. Mais le travail sur l'identité, le travail sur la raison d'être en particulier, ça va être un moment fort de rencontre entre le management et les équipes, et ça va permettre de vraiment valoriser les talents de l'entreprise, de ces équipes, en les écoutant vraiment au cours de l'exercice. On va constater, on le voit sur ce schéma de l'iceberg, que la remontée d'informations est extrêmement limitée. 4% des problèmes qui seraient connus des dirigeants, alors que 100% sont bien entendu connus par les employés. Comment faire en sorte de détecter les signaux faibles, de faire en compte que ce soit mieux pris en compte de faire en sorte que ce soit mieux pris en compte par le management. Là encore, quand on travaille en profondeur, on va progresser sur ces sujets. Enfin, quelques autres bénéfices, l'engagement, la productivité. La raison d'être, ça va créer une gouvernance plus inclusive, ça va favoriser la remontée d'informations, comme on le disait précédemment, et donc
potentiellement l'engagement et par derrière la productivité. Et si on parle de productivité, on a abouti par derrière, bien entendu, à de meilleurs résultats. On peut aussi défendre cette idée de raison d'être pour des raisons tout à fait prosaïques. En tout cas, c'est ce qu'on défend, je crois, Guillaume et moi. Le profit n'est pas un mal en soi. Il y a de bonnes raisons de vouloir faire du profit, y compris parce que ça va bénéficier à la société tout entière, parce qu'on va payer plus d'impôts, tout bêtement. Et les études depuis les années 90 qui ont été menées sur ces sujets d'identité, de raison d'être, de purpose, parce que souvent c'était là encore des études américaines, ont montré qu'on créait plus de valeur, que ce soit de la valeur actionnariale, que ce soit le ROA, que ce soit les résultats, on créait plus de valeur en intégrant quelque chose de fort à ce niveau. Merci Clarence. Alors maintenant, on va faire un focus sur la raison d'être. Finalement, qu'est-ce que la raison d'être, en tout cas au sens de l'article 1835 ? La raison d'être, c'est une expression de l'utilité sociétale de l'entreprise. Elle rappelle d'une part les fondamentaux et représente un garde-fou pour ses activités et une boussole. Alors, les fondamentaux, ce sont les valeurs de l'entreprise, bien sûr, c'est les raisons pour lesquelles l'entreprise a été créée. Pour ceux qui ont rejoint une entreprise ou plutôt pour ceux qui ont créé une entreprise, comme par exemple l'entreprise de fabrication de mobilier urbain, est-ce que le fondateur rêvait depuis petit de fabriquer du mobilier urbain? C'est possible, mais dans la plupart du temps, non. Ce qu'il voulait, c'était apporter quelque chose à la société, créer une richesse supplémentaire, manager, faire des rencontres, apporter quelque chose de particulier à la société. Et potentiellement, cet entrepreneur aurait pu créer une entreprise autre que de la fabrication de mobilier urbain. Donc là, et dans cette création d'entreprise, il s'est construit lui-même des valeurs avec des garde-fous, c'est-à-dire qu'il va s'interdire certaines pratiques, même si ces pratiques sont légales, même si elles sont morales. Lui, il va dire, non, pour moi, je ne vais pas utiliser ces pratiques-là parce qu'elles ne sont pas conformes, elles ne répondent pas à mes aspirations, elles ne répondent pas à mes valeurs, elles ne répondent pas à la raison d'être de l'entreprise. Et enfin aussi une boussole, puisque ça donne un cap à suivre, le cap particulier pour cette entreprise, la contribution au bien-être de la société. En un mot, la raison d'être est là pour répondre à ces attentes des parties prenantes en exprimant les finalités d'une organisation. La raison d'être, ça ne doit pas être un syncrétisme entre qualité de vie exigée par les uns et rentabilité attendue par les autres. Clarence parlait de création de richesse. Pour une entreprise, finalement, l'argent n'est qu'un moyen de transaction ou alors un prérequis. Si je prends l'image d'une voiture, je vais prendre ma voiture pour conduire, pour le plaisir de conduire, pour me promener, pour aller en vacances. Je vais forcément mettre du carburant et je vais forcément mettre ma ceinture de sécurité. Je ne conduis pas pour faire le plein d'essence ou pour mettre ma ceinture de sécurité. Je conduis pour partir en vacances, pour me reposer, pour me promener, pour le plaisir de conduire aussi tout simplement. Et d'un autre côté, la raison d'être, la mission entreprise ne peut pas être non plus la seule occasion pour des salariés de dire je suis société à mission, donc il va y avoir on va attendre uniquement une qualité de vie supplémentaire. Non, l'objectif final, c'est vraiment d'apporter quelque chose à la société en général et aux parties prenantes en particulier. Les parties prenantes étant les personnes, les entités, les organisations qui ont des connexions avec l'entreprise, c'est l'écosystème de l'entreprise. Donc, la raison d'être, c'est vraiment une rencontre entre attentes multiples, en faisant bien attention à ce que cette quête de sens reste arrimée à de la lucidité et à de l'authenticité. La raison d'être, ça doit être un fluidificateur et un accélérateur de projet. Le mieux, c'est de vous donner quelques exemples de raisons d'être qui, à notre goût, ont été bien réussies. Clarence, tu peux par exemple nous donner l'exemple de la raison d'être du Petit Pouce, que tu connais bien, l'entreprise de Petit Pouce. Oui, bien entendu.
La raison d'être du petit pouce, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec les créatrices sur ce sujet extrêmement passionnant pendant des mois. Donc on a appliqué la méthodologie que j'ai développée. Et au terme d'entretiens vraiment riches, donc avec les fondatrices, avec tout leur écosystème, après beaucoup de débats, elles ont décidé de formaliser une raison d'être. Euh, et la réponse qui est venue à force de retravailler le concept pour qu'il soit simple et mémorable, c'est que le petit pouce existe pour rendre encore plus forts les liens familiaux. Alors, c'est aujourd'hui une évidence. La marque va mesurer sa réussite à l'aune de ce qu'elle peut apporter comme expérience à ses clients. Et excusez-moi, le produit phare jusqu'à maintenant, c'est la bébéothèque. Pour le petit pouce, vous ne connaissez pas forcément cette marque. Ils font des bébéothèques, c'est-à-dire des malles extrêmement astucieuses qui permettent de garder tous les souvenirs de son bébé au cours des 2-3 premières années de sa vie et donc de réouvrir la malle quelques années plus tard pour se replonger dans tous ses souvenirs. Donc il y a cette notion de souvenir qui est extrêmement forte et partager ensemble ce moment de souvenir, ça permet de rendre les liens familiaux encore plus forts. Et je crois on a trouvé vraiment quelque chose d'intéressant là-dessus. Et en complément de la raison d'être, on a essayé d'y mettre une vision qui sonne plutôt comme une ambition pour l'avenir, devenir la référence de la conservation des souvenirs d'enfance. Donc voilà, ce concept de bibliothèque qui a vocation à devenir populaire et à se généraliser dans les années à venir. Et on détaillera plus tard la façon dont on est arrivé à tout ça grâce à notre méthodologie. On peut donner quelques autres exemples peut-être que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Dans les plus célèbres, il y a la Maïf. J'ai eu la chance d'interviewer Pascal Demurger, le dirigeant, il y a quelques semaines sur ce sujet de la raison d'être. Et voilà, quand il en parle, ça sonne comme quelque chose qui n'a pas été inventé, placé là par hasard. L'attention sincère portée à l'autre et au monde, c'est vraiment au cœur de ce que la Maïf cherche à proposer. La raison d'être d'Orange, pour prendre un exemple peut-être un peu plus polémique, Orange qui est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Alors c'est une jolie phrase. Ce qui nous a intéressé, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière dans leur mission de garantir que le numérique est pensé, mis à disposition, utilisé de façon plus humaine et plus durable. Et donc on a interrogé notamment un dirigeant de syndicat chez Orange qui nous a expliqué que le processus avait quand même été, malgré toute la grande messe qui en a été faite dans les médias, la présentation d'un magnifique exercice de co-construction, la raison d'être en question, elle avait été préparée 2 ans avant par la direction de la RSE et c'est ça qui a été, après tout l'exercice magnifique, c'est cette raison d'être initiale qui a été recollée à la fin de l'exercice, ce qui a provoqué quand même un petit peu quelques désillusions en interne. Enfin, un autre exemple intéressant, parce que ça est la seule entreprise qui soit devenue société à mission au sein du CAC 40 en France. On verra plus tard, Guillaume nous l'expliquera, que 2/3 des entreprises qui ont fait ce pas de société à mission sont des PME et Danone est la seule grande entreprise de cette taille à avoir fait, parce qu'ils avaient beaucoup d'avance sur le sujet. Dès 2005, ils avaient une raison d'être. Qui était d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Donc voilà, c'était déjà très ancien et ils ont pu être très réactifs pour devenir société à mission très rapidement. Sur la méthodologie, on a 3 modules. Le diagnostic pour commencer. Généralement, c'est ce qui est proposé grosso modo par une agence qui propose la plateforme de marque. On a
quelques points qui nous sont propres, mais ça ressemble beaucoup. Mais comme on trouve que ce module ne suffit pas, que le résultat qui est délivré est peut-être joli, mais ne permet pas de se l'approprier aux collaborateurs, on a deux autres modules ensuite. Un module d'enquête pour vérifier que l'identité rêvée, qui est la plateforme de marque, correspond à ce que pensent vraiment les gens. On va aller les interroger, on va leur demander alors, est-ce que c'est crédible ce qu'on annonce? Comme ça, plus de risque de raconter n'importe quoi, quelque chose de nébuleux qui n'est pas de réalité pour les équipes et pour les parties prenantes. Et enfin, un dernier module de mise en place et de suivi. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, mais je vais essayer d'être rapide parce que le temps passe vite, on commence par un audit et un état des lieux. Par exemple, on prend un site Internet qui affiche des belles valeurs, les valeurs fondatrices, croire en un avenir prospère, oser entreprendre, agir stratégiquement. Je ne vais pas citer le groupe qui affiche ça, mais je vais juste visiter une autre page du même site Internet et dans chacun de ces métiers résonnent les valeurs marquantes du groupe, simplicité, humilité dans la relation de travail, proximité avec le client. En termes de cohérence, on peut s'apercevoir qu'il y a un problème. Et ne croyez pas que ce soit un exemple isolé. Le nombre d'entreprises qui affichent des valeurs à un endroit, une mission, qui ont des messages qui ne soient pas alignés est extrêmement impressionnant quand on va dans le fond des choses. Et donc nous, c'est ça qu'on propose dans ce premier module, c'est d'aller vraiment étudier la réalité, de constituer une instance de pilotage pour comprendre. Bon, là, c'est l'exemple grande entreprise, hein. Ça s'applique de façon différente dans une PME, mais le système marche tout aussi bien. Essayer de comprendre l'image, les valeurs, l'objet social, la stratégie, l'identité profonde de l'entreprise, en fait, à travers les différentes directions fonctionnelles et opérationnelles. On aboutit donc à l'issue de ce module à l'identité rêvée et on peut commencer à la tester via des enquêtes qui donnent des scores d'adhésion en interne par du quantitatif et du qualitatif et de la même façon en externe en interrogeant les parties prenantes de l'entreprise. Une fois qu'on a les résultats, une fois qu'on a les scores d'adhésion, on va pouvoir obtenir cette image réelle qui va clasher ou non avec l'identité rêvée. Et dans le dernier module, on va s'occuper de la diffusion de tout ça. On va pouvoir communiquer dessus. On va pouvoir aussi, pour inscrire dans le temps les choses, réviser les KPIs, avoir des objectifs, avoir des engagements précis, chiffrés, qui permettent petit à petit d'inscrire dans le temps tout ça et d'obtenir la confiance interne et la réputation en externe, bénéfice principal de tout le travail de ces trois modules sur la raison d'être. On va parler maintenant de société à mission. Oui, alors devenir une société à mission, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, ça veut dire rejoindre une communauté grandissante d'entreprises qui ont choisi cette qualité. Donc, il y a un baromètre qui sort tous les trimestres et qui nous donne une photo sur le marché, entre guillemets, des sociétés à mission. La société à mission, on l'a vu, la loi date de mai 2019. À fin 2019, il y avait 8 entreprises qui avaient la qualité de société à mission. À fin 2020, elles étaient 88. Le baromètre du premier trimestre 2021 va sortir, mais on est déjà à 150 entreprises à mission sur le territoire français. Et alors, le premier constat et le plus intéressant, c'est que plus des 2/3 des entreprises qui ont obtenu cette qualité sont des sociétés de moins de 50 salariés. Donc, la démarche de société à mission, ce n'est pas l'apanage des grosses structures. Loin de là. Toutes les entreprises, y compris les micro-entreprises, peuvent passer le cap. Le constat suivant, c'est la répartition sur le territoire. Bon, ça n'a pas une immense valeur ajoutée en soi, à part de constater encore une fois que c'est la région parisienne qui a pris le lead en termes de société à mission. Mais on voit que sur l'ensemble du territoire, il y a un ensemble de sociétés qui en font le choix. Après, dans la construction
de la qualité de société à mission, ce qu'on voit, c'est que dans 93% des cas, pour ne pas dire 100% des cas, ça part d'une vision, d'une conviction du dirigeant. Le deuxième constat important dans les acteurs de la construction, c'est qu'on voit que dans 58% des cas, les entreprises ont décidé d'associer les salariés à la démarche. Le troisième chiffre intéressant à retenir, c'est que dans 40% des cas, l'entreprise a décidé d'associer des parties prenantes. Alors, les parties prenantes, je rappelle, ce sont les clients, les fournisseurs, les salariés, ce sont les collectivités territoriales, ça peut être aussi la directe, la médecine du travail, l'inspection. Et dans pratiquement un tiers des cas, les entreprises ont décidé de se faire accompagner. Donc voilà, une première photo sur la société à mission en France. Aujourd'hui, c'est à peu près 150 entreprises, dont plus les entreprises qui se sont construites une raison d'être, mais qui n'ont pas passé le cap d'être une société à mission. On peut considérer qu'il y a près de 200 raisons d'être définies en France. Donc, c'est un marché, c'est une qualité qui est en passe de devenir un standard. Les étapes pour devenir société à mission. Donc, on l'a vu, le plus important, le socle, c'est la raison d'être. Donc, l'entreprise qui veut devenir société à mission doit d'abord se définir une raison d'être. La seconde étape, ça va être de se définir des objectifs associés à cette raison d'être. Ces objectifs, qui sont de l'ordre de 2 à 3 par société, vont être eux aussi inscrits dans les statuts. Donc, il faut que ce soit des objectifs qui représentent une ligne de mire pour l'entreprise. Après, donc, vont découler des plans d'action. Donc, je me construis une raison d'être, je définis des objectifs associés. Je définis aussi, je choisis un ETI, un organisme tiers indépendant. Cet organisme tiers indépendant va venir faire un audit dans l'entreprise, soit tous les 2 ans, soit tous les 3 ans, selon la taille de la société. C'est tous les 3 ans pour les entreprises de moins de 50 personnes. Le référentiel n'a pas été encore défini. Il va sortir probablement à l'automne. La 4e étape, c'est de faire valider la mission. Et enfin, c'est de les inscrire d'inscrire la raison d'être et les objectifs dans les statuts auprès du greffe du tribunal de commerce. Oui, et puis il y a le suivi, excusez-moi, c'était la 3e étape, le suivi de la mission. Il est confié à un comité de mission dont la constitution est à la discrétion du chef d'entreprise. Ce comité de mission peut compter des membres internes ou externes à l'entreprise. Donc, on voit des comités de mission fleurir avec en son sein des salariés, des fournisseurs, des clients, des collectivités territoriales. Pour les entreprises de moins de 50 personnes, l'obligation est d'avoir au moins un référent de mission. Et ce référent de mission peut faire partie ou non de l'entreprise. Certaines petites entreprises ont fait le choix de sous-traiter le suivi de la mission auprès d'une personne extérieure à l'entreprise. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur la démarche pour devenir société à mission qui vous permet à la fin, une fois que votre raison d'être est inscrite sur votre cabis, puisque sur votre cabis apparaîtra la mention de société à mission, eh bien, vous pouvez l'opposer au tiers. Vous pouvez communiquer par tous les moyens que vous trouverez nécessaires auprès de vos parties prenantes. Et cette mention, cette qualité est d'actualité jusqu'à ce qu'un OTI décide que vous ne soyez plus légitime à porter cette qualité. Donc, cette qualité, je l'acquiers, mais je peux aussi la perdre. Et si je la perds, je dois en faire mention au greffe du tribunal de commerce. Quelques références de sociétés que nous avons accompagnées dans cette démarche-là. Donc, il y a Etika Assurance. Etika Assurance est un courtier en assurance qui a décidé d'entamer une démarche de construction de raison d'être en associant ses actionnaires, les dirigeants et l'ensemble du personnel, en vue bien sûr d'obtenir la qualité de société à mission. Et elle a choisi de se faire accompagner par nos équipes afin de bénéficier d'un regard extérieur et d'une méthodologie. Et c'est aussi dans ses attentes, elle voulait aussi profiter de cette occasion pour effectuer un bilan de compétences
de sa société. Parce qu'on oublie bien souvent que l'entreprise, c'est une personne morale, mais c'est une personne et dont on doit prendre soin et qui a besoin, elle aussi, de son bilan de compétences au même titre que les salariés. Clarence, tu peux nous parler de l'accompagnement qu'on a effectué auprès de Petit Pouce? Oui, ben, j'ai déjà abordé un petit peu le sujet, donc je vais moins développer, je pense, sur le petit pouce. Mais voilà, on a eu ces 3 modules qui se sont déroulés l'année dernière entre mai et juillet. Avec des bons résultats. Ce dont je n'avais pas encore parlé, c'est les valeurs. On en a profité pour retravailler les valeurs et les inscrire vraiment dans les instruments de performance de l'entreprise. Elle traque les commentaires, notamment des utilisateurs sur ces sujets, afin que tous leurs clients voient vraiment l'impact qu'elle cherche à avoir en termes de bienveillance, en termes de qualité, de diversité. C'est des produits qui sont conçus pour toutes les familles. En termes de transmission, vu qu'il y a ce partage intergénérationnel, vu qu'il y a cette envie de rapprocher les familles, forcément la transmission, c'est une valeur centrale pour le petit pouce. Et donc, on essaye d'avoir une cohérence et un alignement extrêmement important dans le travail qu'on a réalisé avec le petit pouce. Autre référence récente, on a travaillé avec la marque Duquercy. Duquercy, c'est une marque qui propose des graines par abonnement, notamment des graines de chia et prochainement des graines de courge et d'autres produits bio à haute valeur ajoutée. Et les valeurs qu'on a définies en accord avec le fondateur, en accord avec les agriculteurs avec lesquels on travaille, bonheur de l'agriculteur, c'est la valeur phare, essayer de faire en sorte de restaurer un petit peu de fierté dans les campagnes, la fierté de travailler bio, de bien travailler les produits, l'excellence environnementale. Autre point fondamental, vu qu'on est sur le plus haut label du bio, le label EcoCert, et la santé, celle de l'agriculteur, vous l'avez compris, vu qu'on veut faire son bonheur, qui ne va pas être menacé par l'utilisation des pesticides, mais aussi celle du consommateur, bien entendu. Voilà pour les références. Il y en a d'autres à venir. Et les ressources maintenant. Si ces sujets vous intéressent, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez bien entendu nous contacter, mais vous pouvez aussi aller suivre le cours qui est offert par l'ESSEC sur la plateforme Coursera. Vous pouvez et vous devez aussi vous abonner à la page 3Com sur LinkedIn, parce que tous les jours, il y a de l'information sur raison d'être et société à mission. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner aussi à la page YouTube sur lesquelles il y a les émissions. On retrouve les webinaires et on trouve des émissions, 2 émissions. Purpose Info, qui est une émission de débat de plus d'1 heure avec des invités relativement prestigieux avec lesquels on essaye de réfléchir aux finalités des entreprises. Et Purpose Info Focus, la petite dernière, la nouvelle émission, c'est plus un format 1/4 d'heure où là, on rentre dans le cœur du moteur pour savoir comment la culture d'entreprise se passe en interne. Donc voilà, dernier épisode avec Geoffrey Brière, le cofondateur de Bonne Gueule, vient d'être mis en ligne cette semaine et c'est un excellent épisode, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. Et maintenant, on est disponible si vous avez des questions. Je crois qu'il y en avait dans le chat, on n'arrivait pas bien à lire pendant que l'écran était partagé, mais je crois qu'il y avait dans le chat de Thierry Coulmin. Thierry, qu'on connaît un petit peu. Vas-y Thierry, pose ta question. Ah, il est... Oui, il faut enlever le micro pour poser la question. C'est mieux. Oui. L'introduction de la raison d'être ou d'être société à mission, on l'a vu récemment. Vous l'avez brillamment démontré, c'est devenu indispensable, ne serait-ce que pour le client final et le management. Mais
mais on a eu un épisode un peu malheureux et symbolique avec Danone, qui peut avoir plein d'autres raisons que simplement mission ou raison d'être, mais qui a montré que la gouvernance telle qu'elle était, et telle qu'était construite la société, ne permettait pas d'avancer aussi vite qu'on voulait. Donc ma question était de savoir s'il ne fallait pas réinventer vraiment systématiquement sa gouvernance quand on voulait aller réellement dans une logique de raison d'être. Bonne question. Ta question, Thierry, ça veut dire quoi? Renouveler la gouvernance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas innover sur ce sujet avec les mêmes équipes. Est-ce que tu irais jusque-là? Alors, la Maïf, comme l'a montré Clarence dans un récent épisode de Purpose Info, c'est avec Pascal Desmélanger, il n'y avait pas besoin de la réinventer puisqu'elle était déjà tout à fait dans la logique d'une raison d'être. Simplement, ils ont accéléré et accentué par rapport à leur concurrence cette affirmation d'une mutuelle militante. Mais on voit que surtout sur de l'actionnariat très éclaté comme Danone, il suffit qu'on ait une vision trop court-termiste pour aller mettre un coin qui fait exploser le truc, non pas uniquement parce que c'est un actionnariat très diffus et court-termiste, mais parce que ça montre les problèmes qu'il y a chez Danone et que du coup le PDG n'a pas pu résister. Alors, on entendait on lisait des commentaires sur ça en disant tiens, peut-être la première chose qu'il faudrait faire dans une société à mission qui est déjà existante aussi grosse que celle-ci, c'est qu'il y ait un président d'un côté et un directeur général de l'autre pour éviter que la raison d'être revienne évidemment au président et que l'opérationnel reste au DG. Ça a été avancé et c'est peut-être une solution. En plus, alors quand on est dans la culture de la raison d'être, on ne peut que citer Isaac Gates avec l'entreprise altruiste. Et là, on voit bien qu'il faut complètement changer, pour utiliser les mots à la mode, de paradigme pour emmener vraiment cette vision de la raison d'être. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Pour revenir sur Danone, on n'a pas tous les éléments, donc c'est difficile de dire je sais, je suis sûr que c'est ça. Mais est-ce qu'on n'a pas trop associé la démarche de Danone par rapport à la société à mission à son patron? Donc, quand tu dis qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un président qui soit garant de la raison d'être et un directeur qui soit plus dans l'opérationnel, moi, je dirais que peut-être pour Danone, mais l'avenir nous le dira si je me trompe ou pas, il n'y a pas eu assez de diffusion de la raison d'être. S'il y avait une diffusion intense, si un des membres est écarté du groupe, la raison d'être n'en souffre pas. Est-ce qu'il y a bien eu appropriation par l'ensemble des acteurs de Danone et de ses parties prenantes de la raison d'être? Et ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Aujourd'hui, on est dans l'émotion, on se dit, mince, Faber, il est parti, c'était la raison d'être, c'était société à mission. Mais si ça se trouve, il est parti pour une autre raison qui n'a rien à voir avec ça. Et est-ce qu'il a réussi à diffuser cette raison d'être et cette mission dans l'ensemble de ses parties prenantes? Pour moi, ça serait plutôt là l'enjeu de la gouvernance, de l'inclusion, d'une gouvernance inclusive. Je crois qu'il y a plusieurs points sur ce sujet. Il y a le fait que la raison d'être, elle était inscrite dans l'ADN de Danone depuis déjà fort longtemps, que c'était Antoine et Franck Ribou qui l'ont infusée et qu'elle est déjà totalement infusée, distillée chez Danone, qu'elle n'est pas du tout dépendante du dirigeant. Et que par contre, ce qui a probablement pu arriver, et les actionnaires activistes en ont profité, c'est qu'il y avait peut-être une petite dichotomie entre le discours
du dirigeant, Emmanuel Faber, et les pratiques internes qui ont été extrêmement dures quand il est arrivé et qui ne correspondaient peut-être pas justement à cet ADN. Et l'analyse médiatique qu'on en a fait, à mon sens, est peut-être totalement fausse. Je n'ai pas la totale vision interne, mais j'ai quand même essayé d'aller voir les témoignages des gens qui travaillaient chez Danone et la façon dont ils s'exprimaient par rapport à ça. J'ai été voir le vote de Franck Ribou, qui a voté quand même pour le départ de son poulain, donc il devait quand même s'être passé des choses pour en arriver là. Voilà, je crois qu'il faut se garder de toute conclusion hâtive sur ce sujet de Danone, qui est passionnant, et vous essayez de voir les choses dans leur ensemble. Par contre, sur la gouvernance, ça me semble, pour finir, une excellente pratique de séparer les tâches de président et de directeur général, parce que faire les deux, il n'y a que les Français et peut-être les Latins qui pensent encore que c'est possible. C'est totalement impossible. Il faut avoir quelqu'un qui représente l'entreprise et quelqu'un qui la gère. Ces deux fonctions sont inconciliables et je pense que on va vers ça. Beaucoup dans les pays anglo-saxons, c'est déjà la norme dans la plupart des cas entre le CEO et le chairman. Je ne comprends pas qu'on en soit encore là en France. Eh bien, merci. Brigitte, Mathieu, Odile, Cécile, est-ce que vous aviez des réactions, des remarques, des commentaires? Non, complètement d'accord avec votre échange sur Danone. Ouais, moi, de manière plus générale, c'est assez complet. C'est important d'avoir une vision un peu plus globale et gérer une vision un peu historique aussi par rapport à des modes de fonctionnement que l'on découvre en fait très clairement. Oui, ben, c'est pour ça qu'on a essayé effectivement de remonter un peu d'où ça venait tout ça. Donc, très heureux si ça vous a plu. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, si vous avez des questions dans le futur, ben, on est disponible, Guillaume et moi, facilement sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous contacter. Eh bien, merci à tous. Merci à Cécile, merci à tous. Brigitte. À bientôt, j'espère. Merci, c'était très intéressant. Merci. Comme d'habitude, merci Clarence. Merci beaucoup. Merci, Guillaume. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Bon appétit.